C'est de partager avec vous quelques éléments sur les flux migratoires haïtiens qui se sont étendus dans différents pays du monde, dans l'Amérique latine particulièrement, et en cette occasion sur ces trois pays. On va voir le contexte pour la République dominicaine. Lorsqu'on parle de la présence haïtienne en République dominicaine, il y a certaines données historiques qui remontent à l'année 1880. À cette année-là, des industriels cubains s'étaient établis en République dominicaine pour moderniser l'industrie sucrière dominicaine et ont fait appel à la main-d'œuvre haïtienne. C'est un premier élément de la présence haïtienne, quoiqu'il y a certains historiens qui pensent que l'on pourrait parler d'une présence de migrants haïtiens dès la première unification de l'île en 1822-1844. Et que de façon naturelle, il y a des gens qui se sont déplacés d'un côté vers l'autre côté de l'île. Et parmi ces gens-là, on pourrait compter aussi des Haïtiens. Donc, scientifiquement, on ne peut pas encore le prouver. Il n'y a pas de données précises sur cela. De toute façon, c'est un élément historique important. Une deuxième étape de cette présence, c'est l'occupation américaine de toute l'île. Comme vous le savez, cette occupation a commencé en 1915 du côté haïtien et en 1916 en République dominicaine. Et le professeur Camille Chalmers l'a expliqué, et cette division de la main-d'œuvre, donc les troupes américaines, à leur arrivée dans l'île, ils avaient commencé certaines constructions des infrastructures du côté dominicain et ont fait appel à la main-d'œuvre haïtienne. Une troisième étape importante, ou troisième date importante que je voudrais souligner, c'est l'année 1952. En 1952, on a eu la signature du premier accord formel entre les deux États pour l'embauche de coupeurs de canne haïtiens. Et c'est important de voir certains éléments de cet accord, parce que ça a été le fruit de certaines négociations, mais à certains moments, Trujillo voyait que Paul Magloire hésitait à signer cet accord, surtout que l'accord survient après le massacre de 1937. On pourrait même se demander aujourd'hui comment un président haïtien ose signer un accord d'embauche avec la République dominicaine, avec le même dictateur qui avait ordonné le massacre de nos compatriotes. Donc, et comme Trujillo a vu ces hésitations, il a utilisé des mécanismes de chantage diplomatique pour forcer la main à Paul Magloire. Et ceci, je disais que c'est important, on va le voir pourquoi quand on avance. Il y a eu ensuite le renouvellement de ces accords avec les Duvalier et les différents présidents, comme par exemple le défunt président, les défunts présidents Antonio Guzman et Joaquim Balaguer. Donc cet accord signé en 1952 a continué jusqu'à la fin de la dictature duvalieriste. Et il faut souligner que l'OIT, dans les années 80, avait mené une enquête ou avait ordonné, parrainé une étude pour voir les conditions de vie et de travail des coupeurs de canne en République dominicaine. Et à cette époque-là, l'on qualifiait ces conditions de vie de semi-esclavage. Donc, et ce n'est pas seulement l'OIT, il y a eu d'autres acteurs de la communauté internationale qui ont fait un suivi de la situation de nos compatriotes en République dominicaine, qui a toujours créé des préoccupations légitimes dans différents secteurs au niveau international. Le contexte pour le Brésil est différent. Le contexte pour le Brésil, c'est que il y a eu des flux migratoires très limités d'Haïti vers certains pays latino-américains, dont le Venezuela, le Panama, et certains de nos compatriotes ont atterri aussi au Brésil dès l'année 1970. Cependant, à partir de la présence militaire brésilienne par la MINUSTAH ou via la MINUSTAH en 2004, donc c'est à ce moment-là
une autre étape de la migration haïtienne vers le Brésil allait commencer. Et tout naturellement, à partir de 2010, vu la solidarité, et c'est important de souligner que dans le cas du Brésil et dans le cas du Chili, ça s'est renforcé, les flux migratoires se sont renforcés à partir, je dirais, d'une action solidaire de ces deux pays face à Haïti, qui était frappé, fortement frappé, dramatiquement frappé par le tremblement de terre de 2010. Donc, le Brésil a commencé certains programmes de régularisation qu'on va voir tout à l'heure. Cependant, c'est important de souligner ces étapes, 70, 2004 et 2010. Pour le Chili, c'est pratiquement 2010, lors du tremblement de terre, ça a été une action, je dirais, commune à certains pays de l'Amérique latine. Quelle est la politique gouvernementale suivie ou, je dirais, exécutée par ces différents pays, notamment la République dominicaine? La République dominicaine, la question migratoire haïtienne a toujours été une question, je dirais, éminemment politique. Éminemment politique. D'ailleurs, nous l'avons vu, il s'agissait d'un dictateur qui avait ordonné le massacre de nos compatriotes en 1937, qui a joué sur un chantage diplomatique pour forcer Paul Magloire à signer un contrat. Donc, en 2003, on va avoir des difficultés d'énormes difficultés avec cet arrêt du tribunal constitutionnel de la République dominicaine qui dénationalisait des personnes nées en République dominicaine depuis 1929. Alors, cet arrêt, quand même, avait ordonné, je dirais, l'exécution de ce qui était prévu par la loi de l'immigration 285-04, c'est le plan national de régularisation d'étrangers, ce qu'on appelle communément le PNRE. Et lors de l'exécution de ce plan de régularisation, un plan qui quand même a coûté à l'État dominicain plus de 25 millions de dollars, environ 200... Laissez-moi voir là. C'est 200... Je ne vois pas ces chiffres-là, mais de toute façon, je sais que c'est 208 000 ou 288 000 personnes qui ont été régularisées à travers du plan de régulation de la République dominicaine. Une donnée importante, c'est que de ce nombre de personnes régularisées, 84 000 sont des femmes. Je dis une donnée importante, c'est parce que la question de l'usage par les femmes haïtiennes en République dominicaine est une question de débat dans l'opinion publique. L'on dit que les hôpitaux de la République dominicaine sont surchargés de femmes haïtiennes qui accouchent et qui utilisent, je dirais, de façon abusive les facilités hospitalières de la République dominicaine. Mais lorsque vous avez plus de 80 000 femmes qui ont été régularisées, si vous disiez que chacune de ces femmes accouche un enfant par année, vous avez déjà 80 000 personnes. Mais cependant, lorsqu'on parle de la question des femmes qui accouchent en République dominicaine, donc ça se présente, ou l'on le projette comme une charge insupportable, comme une lourde charge pour la République dominicaine. Mais ce sont aussi des travailleuses, migrantes qui ont droit à l'assistance dans le secteur santé. Alors, en termes de politique gouvernementale, à la fois que nous avons eu ce plan de régularisation, mais il faut dire que de façon parallèle, il y a toujours les rapatriements de compatriotes haïtiens. Toujours. Donc, les rapatriements ont été suspendus seulement lors du plan de régularisation. Et je pourrais dire, si nous essayons de calculer les Haïtiens rapatriés
de 2016 jusqu'à date. 2016, c'est la fin du plan de régularisation. Donc, si nous calculons le nombre d'Haïtiens rapatriés de 2016 jusqu'à date, il est clair qu'il y a beaucoup plus d'Haïtiens rapatriés que d'Haïtiens régularisés en République dominicaine. Donc, comment pourrions-nous définir cette politique gouvernementale? Est-elle, cette politique, une politique pour la régularisation de nos compatriotes ou, au contraire, une politique pour l'expulsion de nos compatriotes? Donc, tout ça, c'est à débattre, c'est à discuter. Je voudrais aussi souligner que, pour le moins, pour que vous ayez une idée, le nombre d'Haïtiens estimé actuellement en République dominicaine est de 498 000. Ça, c'est les chiffres de la dernière enquête sur les migrants. Cette enquête a été faite en 2017. Évidemment, 5 ans se sont déjà écoulés. Donc, on a eu des flux migratoires causés par l'instabilité et la violence politique en Haïti. Donc, aujourd'hui, il est important que cette étude soit actualisée. La politique gouvernementale au Brésil et au Chili, et je coïncide avec la camarade qui a pris la parole tout à l'heure, mais je voudrais simplement ajouter qu'il y a des programmes de régularisation et de regroupement familial au Brésil et au Chili, bien sûr. Mais c'est important de souligner que j'ai écouté, par exemple, Dilma Rousseff. Il y a eu un cas d'un Haïtien qui a été tué au Brésil pendant la période gouvernementale de Dilma. Et l'on a considéré que ce acte a été un acte xénophobe. Au plus haut niveau de l'État brésilien, et Dilma particulièrement, a dénoncé l'acte et a dit, et s'est engagé pour que ce genre d'action xénophobe ne se répète pas dans ce pays. Ça, c'est clair. Il y a un discours public, un discours officiel contre la xénophobie et, je dirais, de protection des droits des travailleurs migrants haïtiens, même lorsque il faut reconnaître qu'il y a certaines violations des droits de nos compatriotes qui se font. Il y a aussi la déclaration de Marrakech. Cette déclaration de Sao Paulo, ça a été promu par la ville de Sao Paulo pour aider à un meilleur accueil, à un meilleur encadrement des Haïtiens au Brésil. Et tout ça fait partie du discours public et de ce que nous écoutons qui venons des autorités. C'est un petit peu différent. Et lorsque, par exemple, vous écoutez un magistrat à Darabon ou à Santiago qui prend des positions, je dirais, préoccupantes, pour ne pas utiliser un autre terme. Mais ça se fait aussi aux États-Unis. On a eu un président aux États-Unis qui disait n'importe quoi sur les migrants mexicains, et même sur Haïti ou sur d'autres migrants. Pour le Brésil, l'estimation est de 140 000 personnes au Brésil, 140 000 Haïtiens. Je n'ai pas pu préciser combien de personnes sont en situation totalement régulière. Je ne sais pas si les amis brésiliens savent combien de personnes, mais probablement les personnes régularisées au Brésil doivent être autour de 80 000. Et tant du Brésil comme du Chili, on a maintenant des flux migratoires qui partent vers la frontière du Mexique pour atteindre les États-Unis. Donc, comme vous le savez déjà, ils passent par le Marienne pour essayer d'arriver à la frontière. Vous connaissez le scandale qu'il y a eu sous le pont de Texas, ces Blancs sur leurs chevaux, avec le fouet, comme dans le temps de l'esclavage. Donc, mais encore une fois, il faut souligner que seulement le geste, parce qu'il y a eu toute une enquête autour de cela. Le président Biden a pris sa responsabilité et a ordonné une enquête, et l'enquête a conclu que les gardes frontaliers ne sont pas arrivés à fouetter, à frapper avec ce fouet nos compatriotes, mais le geste seulement
qui a été fait a été un geste inacceptable et ils ont été mis en discipline, ils ont été détenus. Donc, rapidement, les autorités américaines ont réagi. Et pour le Chili, l'estimation de la communauté est de 180 000, dont 70 000 régularisés. Organisation des travailleurs, si on essaie de voir, comme nous sommes dans une conférence syndicale, on essaie de voir quel est le niveau des organisations, de l'organisation des travailleurs. Il faut dire qu'il y a certaines associations de travailleurs qui existent en République dominicaine. Il y a des associations, il y a de petites organisations. Il y a eu, et j'ai participé, et à ce moment-là, je travaillais en tant que prêtre de l'épiscopal, j'ai participé à un programme d'éducation syndicale dans les batailles du sud de Barahona. Je pense que je disais hier à Luisa, qui est venue du Canada, que la centrale syndicale du Canada avait financé pendant une période de 2 ans un programme de formation syndicale, mais malheureusement, ce programme a été suspendu. Bon, comme vous le savez, avec la collaboration internationale, des fois, il n'y a pas de fonds, permanents et pour certains de ces programmes, mais ce serait important de reprendre ce genre de programme. Lorsque j'observe le genre de relations qu'entretiennent nos organisations, les organisations de la communauté haïtienne, avec les centrales syndicales dominicaines, je dois dire qu'il y a des interactions très limitées. Et comme le disait la compagnera qui m'a précédé dans la prise de parole, et effectivement, il y a tout un effort à faire pour renforcer les liens entre les centrales syndicales et les associations de travailleurs haïtiens. En ce qui a trait au leadership, il n'y a aucun leadership au niveau syndical, aucun leadership haïtien au niveau syndical, tant en République dominicaine, au Brésil ou au Chili. Et ça aussi, il faudrait essayer de le renforcer. En quoi ou dans quels aspects, dans quel domaine travaillent les compatriotes haïtiens? Bon, pour la République dominicaine, l'amie dominicaine l'a déjà souligné, l'agro-industrie, la construction, les zones franches, et les entreprises privées. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans la communauté d'étrangers ou dans la communauté des migrants en République dominicaine. Les Chinois, par exemple, et la communauté chinoise, qui est une communauté commercialement très active, les Chinois dominent les petits restaurants genre Picapoyo. Donc, dans ces restaurants chinois, l'on trouve beaucoup de cuisinières haïtiennes et beaucoup d'autres travailleurs haïtiens. Donc, les migrants chinois utilisent les migrants haïtiens pour renforcer leurs petites entreprises. Et on a aussi des travailleurs domestiques. Il y a une présence importante dans les ménages et de femmes haïtiennes. Et surtout que la République dominicaine est un pays en pleine croissance économique. Donc cette croissance économique crée une ascension sociale. Il n'y a plus de gens en capacité de pouvoir payer maintenant un personnel domestique en République dominicaine. Et là, avec l'émigration, il y a une émigration constante de la République dominicaine vers d'autres destinations, notamment Porto Rico. Et au moment là où nous nous parlons, il y a de petites embarcations qui se fabriquent, et à, je ne sais pas, Samana, ou dans l'une des côtes de l'Est, pour partir vers Porto Rico. Donc, et avec l'émigration et la croissance économique en République dominicaine, ça donne lieu à la possibilité pour qu'il y ait beaucoup plus de compatriotes haïtiens à s'incorporer dans les champs qui sont délaissés par les Dominicains par l'émigration. Et non seulement, je dirais, les champs agricoles, mais aussi dans le champ domestique. On a aussi des Haïtiens dans le secteur commercial, informel, et les vendeurs de rue. Vous voyez, lorsque vous allez à la capitale, ou bien même ici à Darabonne, vous rencontrez des gens qui vendent des fruits, qui vendent des cartes téléphoniques. Et donc, la majorité, ce sont des Haïtiens. Le transport public informel, et dans certaines zones, est aussi contrôlé par des Haïtiens.
Et moi-même, là où je vis, et dans la zone de Arroyo Hondo, je parle à mes compatriotes et ils sont pratiquement présents dans tous les carrefours et pour attendre des passagers. Ce sont des motoconchos, ce sont des chauffeurs de mototaxi et même dans le transport public informel. On y va. Lorsqu'on parle des travailleurs migrants, il faut voir les transferts. Il faut voir les transferts. Et les transferts, dans le cas d'Haïti, représentent plus de 30% du PIB. Haïti a reçu en 2021 4,4 milliards de dollars de nos travailleurs migrants, partout dans le monde, mais particulièrement dans les pays à plus forte présence haïtienne, qui sont la République dominicaine, bon, les États-Unis en premier lieu, bien sûr, les États-Unis, la République dominicaine, même Cuba, hein, Cuba, comme le disait le professeur Camille ce matin, et Cuba, le Brésil, le Chili, la France et ces pays d'outre-mer, ces territoires d'outre-mer, et le Canada, bien sûr, ma chère Louise. Donc, de tous ces pays-là, il y a des envois de transferts qui se font, et comme vous le savez déjà, qui font un montant triple de la coopération internationale. Donc, l'argent envoyé en Haïti peut être considéré comme un espace de coopération interhaïtienne. Parce que nous apportons beaucoup plus d'argent que toute l'aide internationale réunie. Alors ça, il faut dire que pour chaque opération de transfert, ce n'est pas seulement Haïti qui s'en bénéficie. Sinon, il y a des perceptions de taxes qui se font dans les pays d'envoi. Donc, pour chaque dollar qui part vers Haïti, il faudra voir quel est le montant, par exemple, au Brésil, au Chili ou en République dominicaine. Combien que l'État perçoit sur ce transfert qui est envoyé en Haïti. Donc, les travailleurs migrants apportent à leur pays d'origine, mais aussi au pays d'accueil. Où sommes-nous? Ok, on a déjà vu les transferts. On voit problème criant dans les trois cas. Et pour résumer, dans les trois cas, il y a des violations diverses des droits des travailleurs. Il y a des violations diverses. Ils souffrent d'un accès difficile à l'éducation et à la santé, dans les trois cas. Il y a une exclusion sociale évidente. J'ai déjà parlé de cette manipulation politique de la question migratoire. Mais j'aime y ajouter, lorsque je compare le nombre, les flux migratoires haïtiens aux flux migratoires vénézuéliens, il est évident que les flux migratoires vénézuéliens sont beaucoup plus nombreux, sont beaucoup plus importants que les flux migratoires haïtiens dans toute l'Amérique latine. Mais cependant, l'on parle beaucoup plus de cette présence haïtienne que de la présence vénézuélienne. En République dominicaine, par exemple, la croissance de la présence vénézuélienne pendant les 15 dernières années a été beaucoup plus large, beaucoup plus rapide que la croissance de la présence haïtienne. Mais cependant, dans le débat public, l'on donne beaucoup plus d'importance à la présence haïtienne. Donc, il y a d'autres questions qu'il faudrait voir. Bien sûr, il y a aussi cette question de discrimination sociale et raciale dans les trois cas. Il y a les abus policiers et un discours et des actes qui sont fréquemment xénophobes dans les trois pays. De toute façon, je pense qu'il est important, dans le cas particulier de la République dominicaine, et de dire très clairement que la République dominicaine a toujours été un pays solidaire avec Haïti. D'ailleurs, la République dominicaine a été le premier pays à porter secours à Haïti après le tremblement de terre. Et la République dominicaine aussi
la société dominicaine, la société civile dominicaine, les groupes religieux dominicains, les syndicats dominicains ont toujours démontré leur solidarité face à Haïti et je dirais en contrepartie ou de façon contraire à ce discours anti-haïtien véhiculé par une petite minorité qui ne peut en aucun moment représenter la République dominicaine. La République dominicaine, c'est la solidarité avec Haïti, mais de toute façon, il y a ce discours véhiculé par un secteur ultranationaliste. En dernier lieu, il y a un élément que nous ne devrions pas oublier, et en termes de travailleurs ou travailleuses, pendant les dernières années, il y a une présence, je dirais, croissante de travailleuses sexuelles haïtiennes en République dominicaine. Et ceci peut être vu particulièrement dans les pôles touristiques tels que Puerto Plata, Boca Chica, Sosúa, et même maintenant Punta Cana. Donc, jusqu'à présent, je ne connais pas d'organisation qui travaille de façon très particulière avec les travailleuses sexuelles. Donc, c'est un élément un petit peu nouveau dans la communauté haïtienne et je pense, j'ai jugé important d'attirer l'attention des centrales syndicales, des associations ouvrières sur cet élément.